Notre mariage repose sur une trahison. L'épouse de Louis Sarkozy explose en public et révèle le secret qui détruit leur couple. Il y a des silences qui tuent plus sûrement que des cris. Des regards fuyants qui en disent long. Des vérités qui, quand elles émergent, laissent derrière elles un champ de ruines. Et dans les salons dorés de la haute société parisienne, ce genre de vérité est un poison lent, invisible, mais terriblement fatal. Ce soir-là, dans l'éclat presque irréel du palais Brongniart, tout semble parfait. Les invités sont triés sur le volet. Les coupes de champagne circulent discrètement entre les mains gantées. Les sourires sont maîtrisés, les compliments feutrés. Au centre de cette élégance contrôlée, Louis Sarkozy et son épouse incarnent la beauté d'un couple jeune, riche, puissant. Une image presque irréprochable. Presque. Car dans l'ombre des projecteurs, un cœur est en train de saigner. Et ce cœur, c'est celui de sa femme. Celle qui, il y a quelques mois à peine, disait oui, les yeux brillants, certaine d'avoir trouvé en Louis non seulement un mari, mais un roc, un refuge, un avenir. Et pourtant, ce soir, c'est une tempête qui gronde dans sa poitrine. Depuis des semaines, elle se bat en silence. Elle doute, elle souffre. Elle sent que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas un simple éloignement. Ce n'est pas une lassitude passagère. C'est une faille passagère, un mensonge, une ombre qui s'infiltre entre eux. Et un jour, elle découvre ce qu'elle redoutait le plus. Des messages échangés avec une ancienne compagne. Des mots ambigus, tendres, parfois brûlants. Des rendez-vous discrets, des besoins de parler qui, soudain, prennent des allures de trahison. Louis l'a revue. Plusieurs fois, sans rien dire. Elle lit, relit. Elle n'en croit pas ses yeux. Et pourtant, tout est là, noir sur blanc. La trahison fondatrice. Le coup de poignard silencieux. Comment peut-on dire « je t'aime » le matin et cacher de telles choses le soir? Elle encaisse. Elle sourit encore en public. Elle joue son rôle à la perfection. Mais à l'intérieur, tout s'effondre. Elle se souvient de leur projet, de leur premier voyage en Grèce, de ce soir où il lui avait murmuré qu'elle était la seule femme qu'il voulait dans sa vie. Et aujourd'hui, elle se demande « était-ce déjà un mensonge ?» Pendant des jours, elle hésite. Doit-elle lui en parler, le confronter, le piéger? Elle observe, elle guette. Mais Louis reste égal à lui-même. Élégant, présent, affectueux. Trop parfait. Et c'est peut-être cela qui la brise le plus. Ce masque, ce contrôle, cette capacité qu'il a à cacher ses émotions, à verrouiller son monde intérieur. Mais ce soir-là, dans ce palais bondé, sous les dorures et les projecteurs, elle n'en peut plus. Elle l'attend en coulisses, loin des photographes. Elle tremble, mais pas de peur, de rage, de douleur, d'amour aussi. Car la trahison ne fait mal que lorsqu'on aime vraiment. Quand Louis arrive, Sainte le prend à part. Il pense à un simple échange discret, une remarque sur la soirée. Mais elle sort. Tout comme un volcan. Tu m'as menti, depuis le début. Il reste figé. Son visage se fige. Mais ses yeux disent tout. Il sait de quoi elle parle. Tu l'as revu. Tu lui as écrit. Tu as entretenu une relation pendant que moi, je croyais que nous étions seuls. Unis. Et tu te taisais? Tu souriais. Tu dormais à mes côtés? Tu m'as trahi, Louis. Sa voix tremble. Des techniciens passent près d'eux. Certains s'arrêtent. Des regards inquiets. Des portables se lèvent discrètement. La scène est défilmée. Le scandale est imminent. Louis lève les mains, doucement. Il ne nie pas, il ne fuit pas. Il dit simplement « Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je n'ai pas su fermer une porte du passé. J'ai eu peur de tourner la page, peur de tout perdre. Mais je t'aime. Et je n'ai jamais cessé de le faire. » Elle vacille. Il n'a pas tenté de se justifier. Pas de mensonge supplémentaire. Juste une vérité nue, brute,
douloureuse. Le monde autour d'eux s'arrête. Le couple Sarkozy, symbole d'ascension, de pouvoir et de glamour, est désormais à nu, fragile, humain. Le scandale éclate dès le lendemain. La vidéo circule, les tabloïds s'en emparent, les titres hurlent, la femme de Louis Sarkozy le confronte publiquement. Un mariage au bord du gouffre. Tromperie au sommet. Et pourtant, quelque chose de différent émerge, car Louis ne dément rien. Il ne porte plainte contre personne. Il ne cherche pas à effacer les images. Il fait face. Il s'excuse publiquement dans une lettre sobre et bouleversante. « J'ai déçu celle que j'aime plus que tout. Je suis un homme faillible, mais je suis un homme qui apprend. Et je suis prêt à tout pour réparer, même si cela prend des années. » Les critiques se testent peu à peu, car dans sa chute, Louis Sarkozy ne devient pas un lâche. Il devient un homme. Et elle disparaît pendant plusieurs jours. Aucun commentaire, aucun post, aucun mot. Le silence. Jusqu'à ce que, dans un texte intime publié sur son compte personnel, elle écrive « J'ai aimé Louis avec la foi d'une enfant. J'ai été trahie comme une femme. Et aujourd'hui, je me tiens entre la colère et l'amour. Mais je le vois, je le regarde. Et je vois un homme en train de grandir. Je ne sais pas si je pourrais lui pardonner. Mais je sais qu'il ne m'a jamais menti sur l'essentiel, son amour pour moi. » Le public est touché. Ce n'est plus une histoire de célébrité, c'est une histoire universelle. Celle d'un homme pris entre le passé et le présent, d'une femme blessée mais debout, et d'un amour qui tente de survivre au chaos. Aujourd'hui, des mois après ce séisme, ils sont encore ensemble, discrets. Plus discrets que jamais, mais unis. Unis dans une reconstruction lente, douloureuse, mais réelle. Louis Sarkozy ne cherche plus à être parfait. Il cherche à être vrai. À aimer sans fuir. À vivre sans tricher. Et c'est peut-être dans cette chute publique, dans cet effondrement intime, qu'il est devenu plus grand que jamais. Maison de verre, vie de plomb, la vérité derrière le couple parfait d'Instagram. Ils faisaient rêver. Ils incarnaient que l'amour moderne, esthétique et bien cadré. Leur quotidien, soigneusement mis en scène sur Instagram, semblait baigner dans une lumière dorée. Dîner dans des restaurants étoilés, week-end improvisé à Rome, baisers volés au bord d'une piscine à débordement. Tout semblait parfait, trop parfait. Et c'est justement là que commence l'histoire. Car les plus beaux miroirs cachent parfois les plus profondes fissures. Pendant des années, ils ont vendu du rêve. Un rêve numérique calibré à la seconde, sponsorisé parfois, toujours optimisé pour plaire. Elle, sublime, influenceuse au sourire angélique et au regard intense. Lui, entrepreneur à succès, figure montante du lifestyle masculin. Ensemble, ils formaient un couple qui captait l'attention, les likes, les éloges. Un couple de rêve. Mais derrière les filtres, il y avait autre chose. Quelque chose de sourd, de lourd, d'indicible. Car ce que l'on ne voyait pas, ce que les stories ne montraient jamais, c'était les portes qui claquent, les silences glacés, les remarques blessantes. C'était les humiliations quotidiennes, banalisées, avalées en silence. C'était elle qui s'effaçait lentement, étouffée par une image qu'elle n'avait plus la force de jouer. C'était lui, toujours plus exigeant, plus dur, plus méprisant. Une source proche du couple, que nous avons choisi de garder anonyme, nous a confié « En public, il était charmant, mais en privé, c'était un autre homme. Il ne la frappait pas, non. Il faisait pire. Il la rabaissait, la contrôlait, l'isolait, et tout ça en la regardant droit dans les yeux. » Ce témoignage fait froid dans le dos. Et pourtant, il n'est que l'un des morceaux d'un puzzle beaucoup plus sombre. Car elle-même, dans une interview bouleversante,
a finalement brisé le silence. D'une voix posée mais tremblante, elle a prononcé cette phrase « Ce n'est pas un mariage. C'est une prison dorée. » C'était le début de la fin et le début de la vérité. Les mots ont fait l'effet d'un séisme. Pour ses fans, pour les médias, mais surtout pour lui. Quelques jours plus tard, les caméras d'une émission de télé-réalité, censée suivre leur quotidien inspirant, ont capturé une scène inattendue. Louis, nom d'emprunt, quitte précipitamment leur appartement, sans un mot, sans un regard. Le visage fermé, il claque la porte, laissant derrière lui une pièce immaculée, silencieuse, et elle, seule, figée au milieu des meubles design et des fleurs séchées. Cette scène, visionnée plus de 2 millions de fois en 48 heures, est devenue le symbole d'un basculement. Un moment suspendu où la réalité a fait irruption dans le théâtre des apparences. Soudain, tout le monde a voulu savoir, comprendre. Comment un couple si parfait en était arrivé là? Mais la vérité, c'est que tout cela ne s'est pas construit en un jour. Ni la façade, ni l'effondrement. Derrière les shootings photos et les campagnes de marque, il y avait une femme qui doutait, qui souffrait, qui étouffait. Une femme qui n'avait plus le droit de poster ce qu'elle voulait, de sortir sans justifier, de penser sans demander. Une femme qui, à force de jouer un rôle, avait presque oublié qui elle était. Aujourd'hui, elle reconstruit. Lentement. Elle a supprimé toutes leurs photos ensemble. Elle ne parle pas encore ouvertement de tout, mais les silences sont éloquents. Elle poste des images d'elle seule, souriante parfois, mélancolique souvent. Elle ne cherche plus à plaire. Elle essaie seulement de respirer. Quant à lui, il s'est muré dans un silence pesant. Aucune réaction publique, aucun mot d'excuse. Comme s'il espérait que le scandale finirait par se dissiper, que la mémoire collective oublierait. Mais cette fois, les choses semblent différentes. Car ce n'est pas juste une rupture de plus. C'est un miroir qui s'est brisé. Un récit que trop de femmes reconnaissent. Il ne s'agit pas ici de faire le procès d'un homme ou d'idéaliser une victime. Il s'agit de nommer les choses. De comprendre que, parfois, derrière les couples les plus admirés se cache une réalité bien moins reluisante. Que le vernis finit toujours par craquer. Et si cette histoire bouleverse autant, c'est parce qu'elle nous tend un miroir à tous. Elle questionne notre fascination pour l'image, notre complaisance pour les apparences, notre silence face aux violences insidieuses. Alors oui, ils avaient une maison de verre. Transparente, élégante, enviée. Mais à l'intérieur, la vie y était faite de plomb. Lourde, oppressante, invisible. Aujourd'hui, elle tente d'en sortir. Et son courage mérite mieux qu'un simple like. Il mérite qu'on l'écoute, qu'on la croie, qu'on la respecte. Car parfois, ce n'est pas une séparation. C'est une délivrance, une renaissance. Et celle-ci, il ne tient qu'à elle de l'écrire. Sans filtre, sans mensonge, sans prison. Plus jamais ça. La lente descente aux enfers de l'épouse de Louis et son cri de délivrance. On l'avait longtemps vue dans l'ombre. Belle, digne, discrète, toujours à ses côtés, souriante sur les tapis rouges, silencieuse dans les tempêtes. L'épouse de Louis n'était pas une célébrité. Mais elle incarnait à sa manière cette élégance silencieuse, cette force tranquille de celles qui, dans le tumulte, tiennent bon. Jusqu'à ce que la coupe déborde. Car cette fois, c'en était trop. Il y a quelques mois à peine, elle avait déjà découvert l'impensable. Un adultère. Une liaison sordide masquée par des rendez-vous professionnels, par des messages soigneusement effacés, par des regards fuyants. Elle aurait pu fuir. Beaucoup l'auraient bien fait, mais elle a tenté l'impossible. Le pardon. Elle a voulu croire qu'il avait compris, qu'il changerait, qu'il avait eu peur de la perdre. Et pendant quelques semaines, tout semblait rentrer dans l'ordre. Presque. Mais les instincts les plus profonds ne disparaissent pas. Ils se camouflent, ils attendent, puis ils reviennent. Plus sournois, plus hypocrites, plus dangereux.
Un soir, alors que Louis est absent, elle tombe sur une notification anodine. Un message privé sur une application que seul lui utilisait. Par curiosité ou par instinct, elle regarde. Et là, son monde bascule à nouveau. Les mêmes mots doux, les mêmes promesses ridicules, les mêmes stratégies de séducteurs en série. Avec une autre. Ou peut-être plusieurs. Cette fois, il n'y a plus de doute. Ce n'était pas une erreur, c'était une habitude. Et elle comprend, tout d'un coup, que cette maison dans laquelle elle vit depuis tant d'années, cette vie qu'elle a bâtie, n'est qu'un théâtre. Que l'homme qu'elle aime n'est pas celui qu'elle croyait. Qu'elle s'est battue seule contre un mensonge institutionnalisé. Elle ne crie pas, elle ne pleure pas. Ou plus, quelque chose en elle vient de se briser définitivement. Et dans le silence de la nuit, elle prend une décision. Le lendemain matin, une story apparaît sur son compte, là où elle ne publiait presque jamais rien. Plus jamais ça. Libérée ? 3 mots. Un hashtag, une tempête. En quelques minutes, la toile s'enflamme. Les spéculations fusent. Les internautes remontent les indices, comparent les dates, les déplacements de Louis, les rumeurs d'hôtels, les regards complices entrevus à travers des stories d'autres femmes. Et surtout, ils redécouvrent cette vieille déclaration de l'épouse, faite il y a plusieurs mois lors de la première trahison. Je choisis de lui faire confiance une dernière fois. Une dernière fois. Elle avait été claire, et il avait tout gâché. Dans les coulisses du showbiz, le nom de Louis devient presque tabou. Ce chanteur si aimé, avec ses textes romantiques et sa voix veloutée, perd soudain de son éclat. Le masque tombe. Les sourires étudiés, les passes de couple parfaits, tout cela sonne faux. D'autant que Louis ne dit rien. Il garde le silence, sans excuse, sans clarification. Un silence qui, à ce stade, ressemble à un aveu. Mais pour elle, c'est une renaissance. Derrière ce « plus jamais ça », il n'y a pas qu'une colère, il y a un éveil, une prise de conscience. Elle ne veut plus être celle qui pardonne. Elle veut être celle qui s'en va, qui se libère, qui vit, enfin, pour elle-même. Des personnalités féminines lui envoient des messages de soutien. D'anciennes partenaires d'hommes infidèles lui écrivent en privé. Des anonymes, des milliers, repostent sa story, l'encouragent, la remercient. Car elle a osé faire ce que tant de femmes n'osent pas. Partir. Il ne s'agit plus d'un simple adultère. C'est devenu un symbole, celui d'un ras-le-bol collectif, d'un refus de l'humiliation, du mensonge, du chantage émotionnel. Ce hashtag, astérisque, Nile libéré, devient viral. Il était repris sur TikTok, Instagram, dans les médias. Il incarne un où la France semble en quête de figures nouvelles, authentiques, libres de tout héritage. Un jeune homme privilégié qui pontifie sur tout peut paraître pour beaucoup une caricature insupportable. Kars respecte le silence, disait son père. Nicolas Sarkozy, durant sa présidence, était connu pour une phrase qu'il répétait souvent. Nous devons respecter les silences. Une leçon de modération, de prudence et de conscience du pouvoir des mots. Louis semble avoir fait exactement le contraire. Il parle beaucoup, peut-être trop. Et ce faisant, il semble ne rien craindre. Aucun sujet ne le met en difficulté, aucune question ne le déconcerte. En effet, on dirait presque qu'il recherche la confrontation, la tension, la possibilité de s'exprimer. Et cela, dans une société d'apparence, peut fonctionner. Mais cela peut aussi profondément irriter. Un phénomène médiatique. Mais à quel prix ? Le problème n'est pas tant ce que dit Louis Sarkozy, mais comment il le dit. Avec un ton qui, aux yeux de beaucoup, respire la confiance mais manque d'humilité. Un ton qui fait dire à certains observateurs que
nous ne sommes pas face à un nouveau Tocqueville, mais à un influenceur de pensée. La France, pays de vrais intellectuels, de débats passionnés, de figures comme Sartre, Camus, Simone de Beauvoir, regarde avec suspicion ceux qui improvisent un philosophe dans les talk-shows télévisés. Pourtant, Louis continue son chemin. Avec le soutien de ceux qui le considèrent comme brillant, préparé, anticonformiste, et avec l'aversion de ceux qui le considèrent comme présomptueux, privilégié et dépourvu de réelle profondeur. L'archicus, génie précoce ou enfant gâté, Louis Sarkozy représente, peut-être malgré lui, une métaphore parfaite de notre époque. Un jeune homme convaincu de pouvoir intervenir en tout, élevé dans un monde où le nom compte plus que le mérite, où l'opinion vaut souvent plus que le savoir. C'est le symbole d'une époque qui a remplacé le silence par le bruit. La réflexion par la réaction, l'étude par l'attitude. Mais attention, Louis Thibonnet n'est pas stupide, ni superficiel au sens le plus banal du terme. Au contraire, il est intelligent, brillant, charismatique. Et c'est exactement pourquoi c'est dangereux pour beaucoup. Parce qu'il incarne cette nouvelle génération d'élite de la communication, capable de transformer tout en contenu, chaque pensée en narration, chaque comparaison en performance. Ouais. L'avenir, tout à écrire. Que deviendra Louis Sarkozy dans les prochaines années? Deviendra-t-il un intellectuel reconnu? Un commentateur permanent? Un personnage de talk-show? Ou bien va-t-il bientôt se lasser de cette exposition et chercher ailleurs, peut-être en politique, une nouvelle forme de légitimité? C'est difficile à dire, mais une chose est sûre, il ne cessera pas de faire parler de lui. Car, au fond, Louis Sarkozy n'est pas seulement un homme qui parle trop. C'est le reflet d'une société entière qui a cessé d'écouter et s'est mise à crier. Louis Sarkozy, entre héritage pesant et ambition démesurée, le parcours d'un jeune homme sous haute surveillance. Dans le paysage politique et médiatique français, certains noms résonnent comme des échos d'une histoire récente, à la fois fascinante et parfois controversée. Louis Sarkozy, fils de l'ancien président Nicolas Sarkozy, fait partie de cette génération qui hérite non seulement d'un nom prestigieux, mais aussi d'un regard scrutateur, souvent intransigeant de la part du public et des journalistes. À seulement 28 ans, Louis tente de se frayer un chemin dans le monde intellectuel et politique, mais pas sans heurts. Un collaborateur bien informé, proche des sphères de pouvoir, confie sans détour que le jeune homme ne devrait pas brûler les étapes. Selon lui, il aurait plutôt dû avancer avec plus de discrétion, se faire plus discret, afin de laisser mûrir sa démarche et asseoir son image. Pourtant, la discrétion ne semble pas être le point fort de ce « Nepo Baby », ce terme souvent moqueur qui désigne ces enfants des chefs d'établissement. L'idée, c'est vraiment de créer des collectifs interdisciplinaires, des enseignants de lettres, des enseignants de philosophie, évidemment en lycée, d'EPS. Il y a beaucoup d'enjeux en EPS sur le corps, sur la vision du corps, avec des refus aussi d'enseignement parfois sur des cours de natation. Et là, on touche typiquement une question qui est traitée en EVARS. Et concrètement, ça va s'organiser sur quel temps, à quel moment de la semaine? C'est un peu... Alors j'ai évoqué tout à l'heure, pour le premier degré, le plan de formation. Oui. Donc on est dans les obligations de service des enseignants. Donc de ce fait, on peut accompagner de manière très précise dès lors qu'on a fixé les organisations du plan de formation. Autre levier, autre possibilité, c'est dans le cadre de nos évaluations d'école, évaluations externes, où au regard des différents domaines, on peut aussi avoir cet angle précis de la mise en œuvre de tous les programmes, et peut-être là, au regard de la publication des programmes EVARS, ça peut être important aussi d'avoir cette focale en particulier dans les mois qui viennent. Et puis dire aussi que dans le premier degré, on a peut-être une plus grande liberté, peut-être sans doute d'organiser les choses, puisque un enseignant, une enseignante pour une classe, voilà. Donc c'est-à-dire qu'en termes de temporalité sur la semaine ou sur la période, les choses sont peut-être plus
plus facile pour les enseignants d'organiser les choses et d'avoir des appuis, un ancrage dans les enseignements et de passer d'un domaine d'activité à un autre ou de passer d'un champ disciplinaire à un autre de manière plus fluide et plus transversale pour les élèves. Ça veut dire qu'on a moins de liberté dans le second degré ? Je ne sais pas si on a moins de liberté, mais une nécessité de coordination. C'est ce que je disais avec l'interdisciplinarité, mais c'est vrai à l'échelle de l'intercatégorialité aussi, puisqu'il y a plusieurs types de catégories de personnel qui vont s'investir dans l'animation des séances. Et vraiment, l'enjeu, c'est d'anticiper. C'est-à-dire que pour le chef d'établissement qui va organiser les 3 séances par année, il faut vraiment anticiper ça dès cette fin d'année scolaire. Et c'est pour ça là, que toutes ces ressources aussi vont être mises à disposition au fur et à mesure pour pouvoir organiser cette mise en œuvre effective. Quand je vais dans les établissements, là aujourd'hui, ils me disent mais quand est-ce qu'on va faire ça ? Et je suis toujours un peu étonnée qu'on me pose cette question pour les VARS alors qu'on ne se la pose pas pour l'EMI, qui est pareil, n'a pas de temps dédié, ou pour passer la certification PIX, ou pour d'autres éducations transversales avec des séances de lutte contre le harcèlement. Donc finalement, ce temps des VARS, il va s'organiser un peu de la même manière, mais il faut juste le penser à certains moments dans l'année. Les heures de vie de classe aussi, dans le parcours des VARS, on dit que les professeurs principaux en classe de 6e, quelle que soit leur discipline, prennent en charge une séance spécifique. On peut imaginer une heure de vie de classe qui sera utilisée pour une séance. Le MC aussi, il y a dans l'introduction du programme des liens qui sont très très clairs et très explicites avec les VARS. Donc ce sont aussi des temps qui peuvent être mobilisés pour une séance spécifique. Et évidemment, et ça vous l'avez vu tout à l'heure avec l'intervention de Sophie Ponce, mais Claire B aussi l'a évoqué, les disciplines sont convoquées dans les VARS. Donc il peut y avoir tout simplement des séances disciplinaires qui vont avoir un prisme un peu particulier avec une dimension EVARS qui va être particulièrement portée. Mais il n'y a pas de raison, en tout cas, que l'opérationnalité soit un frein dans la mise en œuvre. Mais ça va demander effectivement une coordination et l'identification d'un référent ou de quelqu'un qui prend en charge avec le chef d'établissement cette organisation semble quand même un levier important.